et il montre comment on peut avancer sur ce territoire, sachant que le PLU lui-même, c'est-à-dire la partie graphique, le zonage et la partie réglementaire, doivent permettre la réalisation de ce qui est envisagé ici et de ce qui est synthétisé sur cette image-là. Donc moi, je ne vais pas aller plus loin dans mon intervention. Je vous donne la parole et on répondra à vos questions les unes après les autres en essayant d'être aussi bref que possible, de façon à ce qu'il y ait le plus de questions qui soient traitées. Alors, il n'y a pas de micro, parce que ça, il y a un effet Larsen pas possible qui fait qu'on ne s'entendra pas et qu'on n'aura aucune envie de sortir. Voilà, donc qui veut intervenir? Alors il y a deux interventions là-bas au fond, soit vous venez au micro, vous intervenez, soit vous intervenez de là-bas si c'est court et que vous avez le droit qui porte. Oui, je peux intervenir de là-bas. Merci. Je voudrais souligner une chose et poser une question. Souligner, dans votre orientation numéro 1, vous dites avoir une volonté affirmée de protéger et inscrire le cadre naturel et agricole au cœur du projet du territoire. C'est tout à fait louable. L'objectif numéro 1 de cette orientation est de protéger les grands ensembles naturels et agricoles porteurs de diversité écologique et paysagère. En l'occurrence, je pose la question: comment pouvez-vous concilier une volonté ferme de défendre cet objectif avec la facilité accordée aujourd'hui à l'implantation d'antennes 5G dans ces zones de grands ensembles naturels, agricoles, porteurs de diversité écologique et paysagère que vous disiez vouloir défendre? Or, je parle là de ce projet d'implantation des antennes 5G sur la zone de la Migouat. La zone de la Migouat appartient à un massif naturel d'une extrême beauté, avec la chapelle du Beausévieux, l'ensemble visuel du gros cerveau et du petit cerveau, qui se détache sur un fond de mer. Il semblerait que cette antenne soit justement implantée au cœur de ce massif, et cela me semble être aller à l'encontre de votre volonté de défendre la nature et la diversité écologique. Je vais essayer de répondre à votre question aussi précisément que possible. Nous sommes en plein dans le vif du sujet quand vous posez ce genre de questions. C'est d'un côté nos ambitions et de l'autre les réglementations qui nous sont supérieures. Et nous avons ces deux éléments à prendre en compte. En ce qui concerne ces antennes, d'abord on est dans le cadre du PLU actuel et pas du futur, et ensuite on est soumis à une réglementation nationale que nous sommes contraints de respecter. Si vous me demandez ma position personnelle sur les antennes, je ne trouve pas ça remarquable, je ne trouve pas ça beau, je ne trouve pas ça sympathique. Si vous me demandez si j'utilise mon téléphone portable et si je suis content d'avoir une alimentation sur mon téléphone qui me permet de contacter les secours ou de contacter mes amis, je vous dirai aussi que je suis content. Donc je veux dire, c'est extrêmement une position extrêmement difficile. C'est un débat de fond qu'on peut avoir, qu'on ne tranchera pas au Bossé, ni à la Cadière, ni au Castellet. C'est un débat national ou même un débat européen qu'on pourrait avoir sur cette question de la 5G. Sachant que les trois antennes dont vous parlez sont prioritairement destinées à la 3G et à la 4G. On peut avoir un débat sur la 5G, sur les effets nocifs de la 5G par rapport à la 3G ou à la 4G. Ce que je constate,
puisque vous devez être un des signataires ou des initiateurs de la pétition qui est en cours de signature, c'est que les arguments qui sont utilisés contre la 5G sont ceux qui étaient utilisés contre la 3G et la 4G qu'implicitement vous acceptez. Donc moi je ne sais pas où on va, mais dans tous les cas, ces antennes-là ne nous satisfont pas. Nous sommes intervenus pour au maximum en limiter le nombre et faire en sorte qu'elles soient mutualisées entre tous les opérateurs. Mais s'il y a 4 opérateurs en France, ce n'est pas non plus de notre responsabilité. Donc nous sommes confrontés à une réglementation nationale. Nous vérifions la compatibilité des dossiers qui nous sont déposés avec cette réglementation nationale et nous ne pouvons pas faire autrement. S'il y a des recours qui sont déposés, la justice tranchera, mais pour l'instant, nous en sommes là. Alors, le fait que nous acceptions ces antennes ne veut pas dire que nous sommes enthousiastes à l'idée qu'elles y soient. Je vous remercie pour votre réponse. Attendez, il y a d'autres questions, on ne va pas faire un débat sur la 5G. Simplement, je vous remercie pour votre réponse. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, madame avait souhaité intervenir. Parlez plus fort, vous venez là. Vous parlez très fort. Donc vous en êtes à la phase PADD, vous allez travailler sur le règlement et le zonage prochainement. Concrètement, en voyant les cartes, on sait que vous avez déjà travaillé sur le règlement et le zonage, vous avez planifié l'ouverture à l'urbanisation des zones. Vous avez prévu d'accueillir à peu près 3000 personnes supplémentaires d'ici 10 ans. Ces 3000 personnes supplémentaires, ça fait une production de logements approximative entre 100 et 150 logements par an, à peu près, hein, pour accueillir ces personnes. Vous avez programmé donc des zones d'urbanisation du futur. J'imagine que le temps 1, ce sont des zones ouvertes immédiatement à l'urbanisation, et le temps 3, des zones d'urbanisation future fermées. Et en fait, concrètement, que va-t-il devenir des écarts à cette enveloppe définie, c'est-à-dire toutes les zones aujourd'hui qui sont des zones U, UD en particulier, tous les quartiers en écart, donc les Escouradières, les Ginesté, etc., qui ont encore des potentialités constructives aujourd'hui. Est-ce qu'elles vont basculer en zone naturelle complètement inconstructible, ou est-ce qu'elles vont basculer dans une zone avec des potentialités constructives, par exemple une zone UH ou un secteur NH avec des potentialités d'extension ou de nouvelles constructions? Alors, question intéressante effectivement. Donc, les zones en question, on est confronté sur ces zones-là, et là j'ai demandé qu'on affiche une carte dont Céline a parlé tout à l'heure mais qu'elle n'a pas présentée, c'est la carte aléa feu de forêt. Et sur cette carte aléa feu de forêt, plus la couleur est foncée, plus le risque est élevé. Et la plupart des zones les plus foncées, donc c'est un risque très élevé de feu de forêt. On s'aperçoit que dans ces zones à la fois rouges et marron, il y a énormément de ces zones dont vous parlez qui ne sont pas actuellement des zones UD, hein, qui sont déjà des zones N ou en général, mais qui sont des zones effectivement d'habitat relativement dense. Eh bien là-dedans, il va falloir qu'on trouve le moyen de savoir si on les maintient ou pas, sachant que la recommandation sur ces zones-là, les zones marron, c'est de dire que si jamais il y a un incendie, la reconstruction des maisons sera interdite. Donc ça, c'est ce qui nous pend au nez le jour où on aura un PRIF. Aujourd'hui, on n'a pas de PRIF, on a le porté à connaissance aléa feu de forêt, c'est à nous de gérer, sauf qu'on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Donc je ne vais pas vous apporter une réponse parfaite là-dessus, parce qu'on a beaucoup travaillé, effectivement, comme vous le dites, sur les aménagements périphériques au centre. Sur les autres, on a des idées, des orientations, mais on n'a pas encore un zonage qui est extrêmement précis. Sachant quand même aussi qu'on est fortement contraint par la loi SRU, comme ça a été dit tout à l'heure, et que dans ces zones-là, vous savez qu'on a instauré la préemption, on a étendu le périmètre de préemption à toutes les zones UD, mais que dans ces zones-là, il est difficile de construire de façon un peu dense, parce que la desserte routière n'est pas suffisante, parce que l'assainissement n'est pas présent ou est insuffisant, et parce que même les adductions d'eau sont de calibre insuffisant. Donc il y a tout ça à avancer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, la priorité, c'est le centre et sa périphérie immédiate. Ensuite, ces zones-là, on va voir un peu comment on les gère, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, et qu'il y a un problème de desserte sur ces zones, qui ont été laissées à l'urbanisation quasi sauvage, alors même si elle a été maîtrisée à travers les postes, mais une urbanisation quasi sauvage, qui fait qu'on a une zone urbaine de plusieurs kilomètres entre le Bossé et Sainte-Anne-des-Venos en particulier, et
Et il y a un travail énorme à faire là-dessus, et on peut y travailler ensemble si vous le souhaitez. Oui. Vous parlez de faciliter le tourisme agricole, l'agro-tourisme. On peut déjà parler de faciliter le tourisme. On n'entend pas. Je disais que vous voulez faciliter l'agro-tourisme. Pour faciliter l'agro-tourisme, il s'agit aussi de préserver les sites existants qui intéressent le tourisme actuellement, donc les sites boisés. Je ne veux pas revenir sur la discussion que vous avez eue tout à l'heure, mais vous avez fait un amalgame sur la 3G, la 4G, la 5G. Le problème n'est pas là. Le problème est de préserver les sites boisés qui sont magnifiques, les sites classés. Et là, on se retrouve avec un problème actuellement avec les pylônes qui vont être placés sur ces montagnes. Premièrement. Deuxièmement, comme vous dites, faciliter l'agro-tourisme. Si on détruit des bois pour de nouveau construire, mettre des zones agricoles, les touristes vont aller où? Se promener dans les villes? Vous comprenez bien que le tourisme, c'est aussi de se promener dans les forêts, dans les bois. Et vous êtes en train de les supprimer. Non. Troisièmement, quand vous dites prendre en compte les risques d'éboulement, de glissement de terrain, mais en même temps, vous voulez déboiser pour favoriser l'agriculture. Vous savez très bien que plus on déboisera, et plus on aura de glissement de terrain. Alors, je vais vous répondre. Je tiens juste à préserver les bois existants. Mais les bois existants, si vous regardez quelques photos aériennes ou si vous interrogez des personnes d'un certain âge, bon, de moins en moins maintenant, mais si vous regardez quelques photos aériennes qui remontent à une cinquantaine, une soixantaine d'années, vous apercevrez que de nombreux espaces boisés classés actuels étaient des zones agricoles. Et quand vous vous promenez en forêt, puisque vous parlez de promenade, vous constatez qu'il y a quand même des centaines de mètres sur lesquels on continue à marcher sur des restantes, donc sur des zones qui étaient cultivées jusqu'à maintenant. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout remettre en culture, ça veut dire que progressivement on va le faire et que quand ça nous semblera pertinent sur le plan agricole de remettre ces zones-là en culture, on le fera. Mais soyons honnêtes, je veux dire, sur le Bossé, où il y a 70% du territoire qui est boisé, si sur ces 70%, on en récupère à 5 à 10% au maximum, ça ira pas plus loin. Donc dans tous les cas, la promenade en forêt continuera à se faire, la promenade dans les vignes n'est pas nécessairement désagréable non plus. Et je peux vous citer un certain nombre d'exemples d'endroits où il y a des promenades, où il y a aussi des œuvres d'art au milieu des vignes, un certain nombre de choses, pas au Bossé mais ailleurs, qui sont extrêmement intéressantes. Donc de toute façon, ces promenades-là, elles vont aussi avec la revitalisation des terres agricoles, et elles vont malheureusement, et je le dis, mais c'est une réalité, aussi avec les pylônes. Parce que les gens qui vont en randonnée, quand ils se cassent la figure, ils sont bien contents de pouvoir appeler les secours. Donc je veux dire, tout est compliqué. Moi, je ne défends pas un truc parfaitement, je dis simplement que la reconquête agricole, en fait, c'est le retour à ce qui se faisait il n'y a pas si longtemps. D'accord. Bonsoir. Concernant les nouvelles voies de circulation, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les projets en cours? Alors, sur les nouvelles voies de circulation, est-ce que vous avez une idée derrière la tête ou non? Non. Bon. Non, parce qu'il y a quand même quelque chose qui était dans l'air au Bossé depuis très longtemps, c'est la voie de contournement du village pour l'accès au plateau de ski. Et nous l'avons dit dans la campagne, et nous le maintenons aujourd'hui, il est hors de question de réaliser cette voie de contournement qui passerait au nord des Vendanges, qui irait passer sur un viaduc au-dessus de la vallée du Silence et qui rejoindrait la Nationale 8 à peu près vers Edenfort. Il est hors de question de faire cette voie de contournement. Il est hors de question que le Bossé supporte indéfiniment l'ensemble du trafic de desserte et du plateau de ski. Donc ça, c'est un élément certain. On ne fait pas de camouflage, on ne dit pas on va la faire, mais on ne dit pas on la fera. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui se posent, en particulier, puisque tout à l'heure on a évoqué la zone de Pigné. La zone de Pigné, elle n'est urbanisable que dans la mesure où elle est desservie de façon correcte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer d'implanter, je ne sais pas, 200 logements, une école et un centre de santé sur le périmètre de Pigné
avec un chemin de desserte qui a qu'une voie. Donc ça veut dire qu'il faut élargir cette voie. Ça veut dire qu'on demande, sans succès pour l'instant, au département, puisque c'est lui qui a la main sur la voirie dans ce domaine-là, enfin, c'est le département et c'est l'aglo Sud-Sainte-Baume, enfin, peu importe quel est l'interlocuteur, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est créer une voie qui est une voie de calibre suffisant, qui aille depuis le rond-point de Maran, qui rejoigne le chemin de Pigné derrière le collège, et qui rejoigne la nationale 8 de l'autre côté du Bourganon, c'est-à-dire après Costamagna. Donc avoir une voie de contournement de ce type-là, qui permettrait d'alléger le trafic en centre-ville, sur la liaison de la nationale 8 entre Evenos, si vous voulez, d'un côté, et le plateau de Cygne de l'autre. Voilà. Mais ça, c'est pas de notre maîtrise. Nous le demandons, nous le voulons, et tant que cette voie ne sera pas réalisée, l'aménagement de la zone de Pigné ne sera pas réellement possible. Oui, pardon. J'aimerais comprendre bien sur l'entrée de ville qui est chère, l'entrée de ville ouest, sud-ouest, puisque si j'ai bien entendu ce qui nous a été dit, on doit apparemment maintenir une identité paysagère et villageoise, notamment aux entrées de ville. Or, je crains qu'à l'entrée de cette ville-là, si tous ces projets se mettent en œuvre, nous n'ayons un corridor d'immeubles. À savoir que déjà, sur le côté gauche en montant, nous avons les vendanges, qui fait un effet corridor, et que donc, si on remplace avec une opération tiroir, le groupe scolaire Malraux, qui est sur la droite, par un ensemble d'immeubles, alors je lis mal, excusez-moi, je suis myope, donc il me semble que je lis R plus 2, R plus 3. Est-ce que ce sera des R plus 2 ou des R plus 3? Mais en tout cas, si c'est des R plus 3, et si c'est bâti tout le long, on va passer d'un corridor, d'un côté d'immeubles de vendanges, à un autre corridor, avec